Le grand oral de la présidentielle. Europe 1, Paris Match et le journal du dimanche, Yannick Jadot. Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et de vous soumettre au grand oral de la présidentielle comme les autres candidats qui vont vous suivre. Peut-être tout d'abord une première question de nos camarades et confrères Bruno Jeudi ou Sarah Payou. Oui, bonjour Monsieur Jadot. Bonjour. JDD. Vous plaidez pour un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Moi, je vous pensais un Européen convaincu. Est-ce que c'est pas mettre en danger nos partenaires européens que de prendre une telle décision? Je pense notamment à l'Allemagne. Absolument pas. C'est surtout parce que je suis un Européen convaincu que je ne supporte pas qu'il y ait une guerre sur le sol européen, que je ne supporte pas qu'il y ait des crimes de guerre qui sont perpétrés tous les jours contre les populations civiles et que, vous savez, les importations de gaz et de pétrole russe financent pratiquement pour moitié les recettes du budget russe. C'est-à-dire que le carburant de la guerre que mène Vladimir Poutine en Ukraine, c'est nos importations de gaz et de pétrole. Et ce que je propose, c'est justement un grand projet européen. C'est à la fois avoir un acheteur unique européen pour le gaz et pour le pétrole, pour qu'on n'ait pas cette compétition entre pays, pour qu'on fasse comme les vaccins. Et d'ailleurs, je vois que cette idée maintenant est reprise par la Commission européenne, tant mieux. Je veux aussi, à l'échelle de l'Europe, suspendre les directives européennes, notamment sur la construction des prix, qui fait qu'en fait, les Européens sont victimes aujourd'hui des tensions autour du gaz, même quand notre électricité ne vient pas du gaz. Et puis surtout, je veux qu'enfin, on ait ce grand projet que les écologistes portent depuis tant d'années de sécurité climatique et énergétique européen, investir à l'échelle de l'Europe massivement sur l'isolation des logements. C'est ce qu'on a défendu pendant des années. On avait réussi, nous écologistes, à convaincre le Parlement européen, à convaincre la Commission européenne d'aller vers un objectif, peu importe les chiffres, mais de 40% d'efficacité énergétique d'ici 2030. C'est réduire de moitié notre consommation de gaz, c'est réduire de 2/3 nos importations de gaz. Et puis autre sujet de sécurité climatique et énergétique, c'est comme le dit l'Agence internationale à l'énergie, comme le dit tout le monde, les seules énergies de paix, de sécurité et de souveraineté aujourd'hui sont les énergies renouvelables. Et c'est à travers l'Europe qu'on peut avoir ce grand plan, à la fois pour défendre les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui sont sous les bombes, dans les abris ou sur les routes de l'Exode, et enfin construire cette souveraineté énergétique qui nous sort de toutes les dépendances aux énergies fossiles, terribles pour le climat, et de toutes les complaisances politiques qu'on a pu voir ces dernières années, y compris dans notre pays. Peut-être prolonger la question de Sarah en vous entendant, Monsieur Jadot. Pour vous, le salut passe par les énergies renouvelables. Toutefois, on peut vous poser la question à propos quand même du nucléaire, puisqu'on voit nos voisins belges qui reviennent sur leurs décisions, les Allemands qui disent regretter aussi certaines décisions. Malgré tout, est-ce que vous ne dites pas heureusement que nous avons pris le bon chemin en France, d'avoir défendu notre nucléaire? On peut dire merci le général de Gaulle depuis des années. Écoutez, la France a été capable d'un pari formidable. Pendant les années 70, la France a été capable d'investir massivement et de construire 58 réacteurs avec les meilleurs ingénieurs, les meilleurs ouvriers, les meilleurs techniciens du monde. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, on a 24 réacteurs qui sont arrêtés, 24 réacteurs sur 56. C'est plus que 40% de notre parc nucléaire qui est arrêté parce qu'il est vieillissant. Donc l'enjeu, c'est pas... Moi, j'ai toujours dit qu'on prolongerait la durée de vie des centrales nucléaires aussi longtemps que nécessaire. Mais l'enjeu, est-ce que c'est, comme le propose Emmanuel Macron, de construire des nouveaux réacteurs qui seront en service en 2040-2045, au mieux, n'aidant absolument pas les Français sur leur pouvoir d'achat, ne nous aidant absolument pas sur l'action climatique ou sur notre dépendance aux énergies fossiles? Ou est-ce que, comme les écologistes le proposent, je l'ai dit, on investit sur les économies d'énergie, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le pouvoir d'achat des Français. Et on déploie les énergies renouvelables. Vous savez, si on mettait... On a
plein de projets d'énergie renouvelable aujourd'hui dans notre pays qui ont été validés, mais qui n'ont pas la signature des préfets. Mais ils ont passé toutes les épreuves. Si on les met en place, et on peut les mettre en place dans les mois qui viennent, c'est 30% de nos importations de gaz qu'on utilise pour l'électricité dont on peut se passer. Donc quand on voit la crise en Ukraine, quand on voit le dérèglement climatique, les seules énergies qui nous construisent indépendamment du reste, indépendamment du monde, indépendamment du Qatar, des pétromonarchies du Golfe, du gaz de schiste américain, ce sont les énergies renouvelables. Il arrive, hein, le gaz de schiste américain. Peut-être une question de Bruno. Mais il arrive. Mais vous savez, c'était juste... Comme on a un peu de temps, je vais me permettre. Je vous en prie. Au mois de mai 2017, Vladimir Poutine signe un rapport sur la sécurité en Russie. Il y développe toutes les menaces pour la sécurité en Russie. Et l'une des premières menaces qu'il évoque, c'est la transition énergétique de l'Union européenne. Il organise le combat contre notre réduction des consommations, contre le développement des énergies renouvelables. Engie, à l'époque, c'était l'époque de Mestrallet. Il a organisé un lobby à l'échelle de l'Europe, je ne vous raconte pas. Ils ont été voir tous les gouvernements pour dire quoi ? Il ne faut pas faire des énergies renouvelables, il faut faire du gaz avec la Russie. Donc vous voyez, cette dépendance aux énergies fossiles, elle a été construite politiquement avec les groupes énergétiques comme Total et Engie, avec les gouvernements. Et bien c'est de ça dont il faut se sortir pour notre souveraineté, pour le climat et pour notre pouvoir d'achat. Yannick Jadot, il y a du public avec nous, donc on va prendre une question dans la salle. Alors, qui se lance ? Ou alors vous avez allez, au fond. Voilà, on va en prendre une au fond. C'est-à-dire vous avez 100% de la salle acquise. On va en prendre une au fond là-bas. Répondre à Frédéric Dabi on va en prendre une au fond. Sur l'Union franco-allemande. On va y venir. Allez-y, monsieur. Bonjour. Voilà, alors je voulais vous parler donc d'énergie renouvelable. On le sait, les énergies renouvelables ne permettent pas aujourd'hui des performances énergétiques aussi importantes que le gaz ou le pétrole. Donc il va y avoir besoin d'une phase transitoire entre la fin des énergies fossiles à laquelle on va être de toute façon contraint par l'épuisement des réserves et rêvons-en, tout renouvelable. Comment envisagez-vous cette transition ? Et une deuxième question qui est liée, est-ce que vous envisagez le développement d'une énergie qui semble très prometteuse, qui est la fusion nucléaire, à la place de la fission ? Merci. Alors, je vois qu'on a un spécialiste du nucléaire. Alors, la fusion nucléaire, pour répondre, dans les meilleurs scénarios, c'est à la fin du siècle, pour que ce soit une énergie disponible. Dans les meilleurs scénarios. Le dérèglement climatique, c'est maintenant. La dépendance à la Russie, c'est maintenant. Les problèmes de pouvoir d'achat des Français pour se loger, pour se chauffer, pour se nourrir, pour se déplacer, c'est maintenant. Donc, les grands projets du futur, ce n'est pas le sujet, en vrai. Sur les énergies fossiles. Pour un président, si, quand même, monsieur Jadot. Non, parce que franchement... Alors vous ne vous projetez pas si loin. Non, mais attendez, qu'un quinquennat. ça fait des années qu'on dépense des milliards dans ITER. On veut votre vision et le projet aujourd'hui. de fusion qui réglera tous les problèmes. C'est un peu comme le moteur à l'eau. Mais franchement, mon enjeu, c'est que les Françaises et les Français payent à la fin de l'année moins de chauffage parce qu'ils auront moins froid l'hiver dans leur logement et moins chaud l'été. C'est que parce que par exemple, je porte l'idée de... Vous savez, quand vous prenez des transports en commun, l'entreprise paye une partie. Si vous faites du covoiturage, il n'y a pas de prise en charge par l'entreprise. Moi, je veux mettre dans la loi la prise en charge par les entreprises du covoiturage. C'est jusqu'à 1 000 € de carburant par salarié économisé par an. Voilà des mesures pour immédiatement agir sur le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Plus les 400 € de chèque énergie, notamment pour les familles qui sont les plus en difficulté aujourd'hui. Mais sur la question de monsieur, l'enjeu, ce n'est pas de se passer des énergies fossiles parce qu'il y en aurait moins. Enfin, on a un dérèglement climatique avec des rapports des scientifiques qui nous disent qu'on est au bord du gouffre climatique. On a des récoltes qui sont
parfois perdus à cause de la sécheresse ou du gel ou des inondations. On a déjà nos littoraux qui sont attaqués par le dérèglement climatique. Donc ce que je veux dire, c'est que notre grand défi, et là on voit que la paix et le climat sont le même combat, c'est de se passer des énergies fossiles. Parce que se passer des énergies fossiles, c'est aussi arrêter d'alimenter une bonne partie des dictatures de la planète. Donc, il faut le faire. Et on peut le faire aussi. Je me permets de faire le pont, si vous me permettez, Arrêter sur la les question dictatures, allemande. Comment vous faites, monsieur Bon. Jadot? Vous avez fait le lien avec l'arrêt ou stopper des dictatures, c'est-à-dire expliquez-nous le lien. Écoutez, quand vous regardez où on achète notre pétrole dans le monde, c'est rarement des démocraties. Hein. Voilà. C'est rarement des démocraties. Hein. Les Donc le monarchies du Qatar, Golfe, on dit on veut pas de votre gaz. Non mais vous Écoutez, nous dites on parce sera- que sur on la sera- carte il restera plus grand monde. Non, mais attendez, enfin, je comprends pas la relance. Alors Pardonnez-moi. vous, président, mais franchement, est-ce que c'est la réelle politique qui prime ou est-ce que c'est d'abord une mais la politique des réelle droits de l'homme politique, c'est stricto quoi en sensu? fait? Enfin, excusez-moi, mais on nous a dit, les écologistes, vous êtes des doux rêveurs quand vous passez des énergies fossiles. Et on a des gouvernements qui, au nom d'une prétendue réelle politique, ont continué à investir, y compris de l'argent public, pour soutenir des compagnies françaises pour aller chercher plus de pétrole, plus de gaz. Même l'Agence internationale à l'énergie le dit, il ne faut plus aller extraire une goutte de pétrole si on veut gagner la bataille du climat. Mais c'est pas les prétendus réalos. C'est eux qui nous emmènent au cauchemar. Ils nous emmènent au cauchemar des guerres, d'un ordre mondial qui se construit sur l'accaparement des ressources, sur les conflits sur les ressources et le dérèglement climatique. Mais c'est nous les réalos. Les réalos, c'est se passer du gaz, c'est se passer du pétrole, c'est se passer des pesticides, c'est éviter de détruire l'Amazonie en important des tourteaux de soja pour nourrir notre élevage intensif. C'est ça être réaliste. C'est construire un monde dans lequel vous, y compris les jeunes, vous allez pouvoir vivre et non pas être assommés par le chaos climatique et la guerre pour les ressources et les déplacements de population. C'est nous les réalos. Yannick Jadot, vous parliez de réalo. La souveraineté d'un pays, c'est aussi la souveraineté militaire. Dans votre programme, au chapitre Europe de la défense, vous défendez le principe d'une harmonisation des équipements des armées européennes, associée à une priorité donnée aux fournisseurs européens. Très belle idée. Vous faites comment pour convaincre vos amis de la coalition allemande rose-verte, je ne sais pas comment on l'appelle, d'acheter des avions français ou européens? Vous avez raison. Vous avez raison. On a un immense enjeu. Si on veut que l'Union européenne pèse dans le monde, si nous, on veut peser en tant que Français, on a besoin de l'Union européenne. Face aux dictatures, face aux puissances économiques, face à l'instabilité autour de l'Union européenne, on a besoin d'une grande politique de défense. Et moi, je regrette cette première décision du gouvernement allemand qui, ayant des ogives sur son sol américaine, se voit contrainte d'acheter des avions américains pour transporter ces ogives. Il nous faut cette union franco-allemande. Vous savez, dans mon projet, qu'est-ce que je propose? Qu'effectivement, on renforce l'Union européenne sur les gros sujets. L'Europe n'a pas de politique industrielle, c'est une catastrophe. Il nous faut une politique industrielle et une politique de réindustrialisation autour des grands enjeux environnementaux, sociaux, d'ancrage et de souveraineté. Deuxièmement, dans mon projet, je veux renforcer l'union franco-allemande. C'est l'avant-garde de l'Europe. On peut se raconter tout ce qu'on veut avec tous les pays européens. À un moment donné, si on veut que ça progresse, il nous faudra une union franco-allemande autour de la défense, oui, autour du climat, autour de l'industrie et autour du modèle social. Mais comment vous faites puisque vous êtes réaliste? Comment convaincre les Allemands qui se tournent vers l'industrie américaine? Il faut cette ambition-là. Le monde est en train d'être bouleversé. On a une guerre, on le sait tous, terrible sur le continent européen. Donc il va falloir que chacun prenne ses responsabilités pour faire face à ces défis. Et donc moi je porte cette union franco-allemande renforcée. Il y avait eu des propositions dans les années 2000, peut-être vous vous souvenez de Joschka Fischer, le ministre vert des Affaires étrangères allemande. Et puis il nous faudra, parce qu'on ne va pas élargir l'Union européenne à l'infini, il nous faudra cette fédération européenne
où on aura des partenariats avec des pays comme l'Ukraine, la Moldavie ou d'autres qui sont aujourd'hui Pas l'élargir agressés. à l'infini, Monsieur Jadot. Vous êtes pour l'intégration rapide de l'Ukraine ou Non. vous pensez que c'est Non, impossible non. à ce jour? Non, c'est impossible à ce jour. Je vais dire qu'il y ait une perspective de très long terme. Pourquoi pas? Mais tant qu'on n'aura pas changé les modes de décision au niveau européen, c'est pas possible. Ces règles à l'unanimité sur trop de sujets paralysent l'Union européenne. Donc si on est capable de changer les règles et de porter un nouveau traité qu'on fera valider par référendum, c'est la logique, c'est la responsabilité, ça doit être le choix des peuples. Mais aujourd'hui, il faut un partenariat avec l'Ukraine sur des sujets concrets, la sécurité énergétique évidemment, la sécurité numérique, parce qu'on voit les risques de cyberattaques qui déstabilisent tout le monde, et puis sur la sécurité alimentaire, sur la souveraineté alimentaire, parce que là aussi, on montre à quel point le diagnostic et les propositions des écologistes sont dans le vrai, quand tous les autres qui nous ont promis la mondialisation heureuse nous mettent en situation d'extrême vulnérabilité. Alors Yannick Jadot, en attendant les questions de la salle, il y a d'autres questions de personnes qui n'ont pas pu être là, mais qui voulaient absolument vous interpeller, vous interroger. Ce sont les questions à distance. Je vous propose d'en écouter une première. Bonsoir, Émilie Drevet du département de l'Ain. Ma question est la suivante. Comment mieux intéresser les Français aux questions européennes? Comment favoriser un esprit européen? Un esprit européen. Je crois qu'il y a un esprit Ça ne européen. se décrète pas. Hein. Vous savez, on est toujours, et y compris pour moi qui suis député européen depuis plus de 10 ans, on est toujours frustré par l'Europe. On voudrait qu'elle fasse mieux, qu'elle fasse plus. Mais incontestablement, les crises là que nous traversons, le Covid comme la guerre en Ukraine, imposent, exigent qu'on s'organise à l'échelle européenne pour nous sauver et pour sauver le climat, pour sauver la biodiversité, évidemment, avoir plus de paix dans notre voisinage. Mais quand vous êtes autour de l'Europe, en fait, tous les peuples, regardez ces manifestants et ces manifestantes ukrainiennes, comme dans tous les peuples qui se sont libérés autour de l'Europe, ils disent « mais l'Union européenne, c'est incroyable, vous avez l'état de droit ». Alors évidemment, il y a la Hongrie, il y a la Pologne, mais vous avez quand même l'état de droit, vous avez les libertés, vous avez la paix. La Pologne, au sein. on la remercie en ce moment d'accueillir autant d'Ukrainiens, mais au passage. D'accord, mais vous faites référence à autre chose. C'est un gouvernement extrêmement conservateur, vous le savez. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que l'Union européenne, si encore une fois, face aux GAFAM, face à la question du climat, pour construire un modèle social. J'entends des candidates et des candidats dire au fond, il faut sortir de l'Union européenne. Alors, ils n'appellent plus ça comme ça, ils n'appellent pas ça un Frexit, mais au fond, leur projet qui est de dire nous allons faire les coopérations renforcées et c'est uniquement sur ces coopérations renforcées qu'on aura de la souveraineté partagée. Ou un autre candidat qui dit on va faire le opt-out, c'est-à-dire qu'en fait, chaque pays va choisir les sujets sur lesquels il voudra être européen. Vous imaginez bien que si 27 pays choisissent ou excluent tous les sujets dont ils ne veulent pas qu'ils soient européens, franchement, on n'aura plus grand-chose en commun. Donc, il nous faut porter ça. Mais il ne faut pas que l'Europe, ce soit simplement un marché. Il ne faut pas que l'Europe, ce soit simplement, et surtout pas, des accords de libre-échange qui nous rendent plus fragiles, qui sont la mondialisation du dérèglement climatique ou de la souffrance animale. Il nous faut une Europe qui se construise sur des valeurs. Le climat, la biodiversité, la solidarité, la justice sociale, la démocratie. C'est comme ça qu'on convaincra de nouveau les Européens d'être encore plus pro-européens. Les questions de la salle, Yannick Jadot, avant de poursuivre avec d'autres questions à distance, monsieur. Et le micro arrive. On vous écoute, votre question, si vous pouvez vous présenter également. Oui, bonsoir, je m'appelle Léo. Enchanté, monsieur Jadot. J'avais une question pour rebondir sur la défense européenne. La boussole stratégique a été adoptée jeudi dernier en Conseil. Est-ce que pour vous, ça va assez loin, notamment par rapport à l'industrie de défense dont vous parliez? Est-ce que ça va vraiment lancer une industrie de défense? Et sinon, qu'est-ce que vous pourriez faire de plus? Écoutez, est-ce que ça va assez loin? Non. Parce qu'en fait, ce sont beaucoup de promesses. Quand on regarde ce qui a été adopté à Versailles, ça ressemble étrangement à ce que le sommet européen avait déjà adopté en 2016. Donc ce sont des perspectives.
Alors, je veux croire que, encore une fois, la guerre sur le continent européen, dans des pires atrocités, va réveiller tout le monde, qu'on va passer à l'acte. Parce qu'effectivement, si on veut avoir une politique de défense, il faut aussi avoir une autonomie stratégique. Il ne vous a pas échappé qu'y compris quand on a voulu évacuer les personnes en Afghanistan, on ne pouvait pas le faire sans les Américains. Il a fallu qu'on se replie dès que les Américains se sont repliés. Donc il faut qu'on construise ces capacités. Il faut une industrie d'armement européenne. Il faut que les projets qui sont déjà en route, sur les avions, sur les chars, maintenant il faut qu'ils trouvent un développement beaucoup plus puissant. Et c'est vrai qu'il faut que aussi on rassure sur ce que peut être une politique de défense. Quand le président Macron avait dit l'OTAN est en état de mort cérébrale. Quand il reçoit Vladimir Poutine à Brégançon en lui disant du tu et du cher Vladimir, il dit la Russie aura un droit de regard sur la politique de défense européenne. Vous vous rendez bien compte que pour tous les pays de l'Est de l'Europe, c'est inacceptable d'avoir la Russie qui a un droit de regard. Donc maintenant, je pense que face, encore une fois, à la réalité des menaces, on doit faire beaucoup plus et beaucoup plus vite. Monsieur Jadot, comment concrètement, vous, président de la République, là il y a eu un récent rapport parlementaire, tout en affirmant que l'armée française reste une armée dont on peut être fier, qui est la première armée européenne et l'une des plus importantes avec nos femmes et nos hommes engagés, que si nous rentrions dans un conflit de haute intensité, nous pourrions tenir à peine 2 semaines avec les munitions que nous avons. Vous, président, comment vous pouvez ramener une industrie de la défense? Vous avez dit qu'il faut une industrie européenne, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en France, il n'y a quasiment plus de cartoucherie, par exemple, sur notre sol, alors qu'il y en avait avant? Comment vous faites en sorte qu'on puisse être fier de notre armée et qu'elle puisse nous défendre en cas de conflits qui ne sont plus à exclure aujourd'hui? Vous avez raison. Vous avez raison. Et c'est pour ça que dans mon projet, je maintiens l'engagement qui est pris dans la loi de programmation militaire. Parce que c'est essentiellement une loi de rattrapage, en fait, sur nos équipements. C'est une loi de rattrapage sur déjà l'équipement de nos soldats. Ça paraît tellement évident d'avoir des soldats qui sont correctement équipés et qui n'ont pas à utiliser leur solde, par exemple, pour se racheter les vêtements avant de partir en opération, qui ont les gilets pare-balles qui conviennent. On a toute une partie de des hélicoptères qui sont au sol pour maintenance. C'est comme nos réacteurs nucléaires. Ils sont vieux, ça ne marche plus très bien. Donc, cette loi de programmation militaire, qui est une loi de rattrapage sur nos équipements, va dans le bon sens. C'est pour ça que je la soutiens. Mais plus largement, sur la question de notre souveraineté, moi, je suis favorable à un pacte de patriotisme écologique pour notre pays. On a fermé trop d'usines dans notre pays dont on va avoir besoin. J'étais encore, il y a quelques jours, en lien avec les salariés d'une usine qui s'appelle Ferropem, à Château-Feuillet, en Savoie. Dans cette usine, elle fabrique du silicium. Du silicium, on en a besoin pour les batteries électriques, on en a besoin pour les panneaux photovoltaïques, on en a besoin pour les aciers haute performance. Bref, c'est une usine essentielle pour construire notre souveraineté sur l'énergie, sur l'automobile et tout. Et le gouvernement laisse cette usine se fermer. Vous savez d'où on va importer le silicium en fermant cette usine? On va l'importer de Russie ou du Xinjiang, où les Ouïghours travaillent en état de semi-esclavage. Voilà pourquoi il nous faut une grande politique industrielle dans notre pays. Parce qu'on a des salariés, on a des territoires qui nécessitent des usines et que ces usines vont servir notre souveraineté industrielle et la grande transition écologique que nous portons. Bien, on va voir quelles sont les mains qui se lèvent, on va diriger le micro et en attendant, c'est Sarah qui vous pose la question, Monsieur Jadot. Oui, vous évoquiez tout à l'heure les mots de M. Macron sur l'OTAN. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle serait la position de la France vis-à-vis de l'OTAN si vous êtes élu? Est-ce qu'il faut sortir de l'OTAN? Est-ce qu'il faut réformer l'OTAN? Écoutez, on a un débat très militaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne sort pas de l'OTAN. Malheureusement, c'est de Non, mais bien sûr, on ne sort pas de l'OTAN ni de son commandement. Parce que, quitte à être dans l'OTAN, autant être dans le commandement, autant participer aux décisions que d'être simplement des acteurs témoins. Moi, je l'ai toujours dit, si on n'a pas de politique de défense européenne, on maintient l'OTAN.
quand on aura une vraie politique de défense européenne, quand on ne dépendra pas autant des États-Unis sur trop d'opérations, eh ben on pourra toujours se poser la question de notre appartenance à l'OTAN. Mais y compris parce que depuis longtemps, en vrai, le parapluie américain s'est refermé et ne protège plus l'Europe. Ça a commencé avec Obama, ça a été très grossier, brutal avec Trump, mais en réalité, Obama avait déjà retiré le parapluie américain. Donc aujourd'hui, on fait la politique européenne de défense pour que l'Union européenne soit un vrai acteur de la géopolitique mondiale, qu'il participe à un ordre mondial qui ne soit pas celui des conflits et de la guerre pour les ressources, mais celui du climat et donc de la paix. Une question dans la salle. Bonjour Monsieur Jadot, je m'appelle Hugo Couturier, j'ai 23 ans. C'est la deuxième campagne présidentielle pour laquelle je vais pouvoir voter. Je suis originaire d'un petit village de 900 habitants dans le Loir-et-Cher, donc je connais la réalité des difficultés de transport dans la campagne. Et maintenant je vis à Paris et je profite pleinement des transports en commun et du vélo. J'ai entendu tout à l'heure que vous évoquiez le covoiturage. Je voulais savoir si vous êtes pour un service public du covoiturage qui permettrait d'avoir une plateforme où les personnes pourraient proposer des covoiturages, parce qu'on sait que c'est très difficile. Il y a Blabla Lines, qui est une succursale de Blablacar qui existe. Et aussi, comment faire pour forcer d'une certaine façon les gens, parce qu'on est tous dans notre confort, être dans sa voiture, aller d'un point A à un point B facilement. Comment on peut inciter les gens à devenir covoitureur, tout simplement. Voilà, c'était ma question que j'aimerais vous poser. Merci. Alors, vous venez du Loir-et-Cher, vous êtes maintenant à Paris. Il y a une trentaine d'années, ça fait longtemps, mais j'ai un peu suivi le même parcours. Alors moi, je n'ai pas du Loir-et-Cher, je viens de l'Aisne, en Picardie, et un département où je vais encore très régulièrement, et on a besoin de la voiture. Et on ne va pas remettre une gare dans le village où j'ai grandi. Donc on a besoin de voitures. Et alors justement, dans le projet qu'on a sur le covoiturage, alors là c'est beaucoup sur le travail, hein, mais ça peut être une rupture dans le changement des comportements. Et vous avez raison, il faut, et c'est ce qu'un certain nombre de mairies écolos sont en train d'installer, il faut l'appli qui met en relation, y compris les entreprises d'un territoire. Parce que vous pouvez faire du covoiturage avec des salariés qui ne sont pas forcément de la même entreprise, mais qui sont de la même zone. Et puis, il faut mettre à disposition, notamment quand c'est possible, une voie express covoiturage et transport collectif quand vous êtes sur des contournements, quand vous êtes sur des boulevards périphériques ou que vous êtes sur des autoroutes. Il faut favoriser ça pour que ce soit beaucoup moins cher, pour qu'il y ait cette habitude qui s'installe, et que, y compris en mettant en lien avec la question de la pollution de l'air. Enfin, on est quand même là, on subit en Île-de-France, au mois de mars, déjà un pic de pollution de l'air. Il y en avait même en Bretagne, qui normalement n'est pas ça. Et donc, on a 100 000 morts par an, selon Harvard, de la pollution de l'air. Donc, le covoiturage, c'est à la fois une situation, une proposition économique. Ça peut être plus de confort et de rapidité dans les transports parce qu'il y aura des voies réservées. Et puis, c'est bon pour le climat et c'est bon pour la santé. Donc vous avez raison, il faut le développer. Comme il faut développer le rétrofit pour celles et ceux qui sont coincés aujourd'hui. Vous savez, le rétrofit, c'est vous gardez la même voiture, mais vous changez le moteur. Vous passez d'un moteur thermique à un moteur électrique. Ça se fait dans pas mal de pays, ça commence à se faire en France. C'est très bien pour les artisans, c'est très bien pour celles et ceux, et ça évite d'avoir à racheter une voiture, vous changez juste le moteur. Merci. Il nous reste quelques minutes, Yannick Jadot. En attendant, peut-être une autre question. L'indépendance, l'autonomie, c'est évidemment aussi et surtout l'indépendance et l'autonomie alimentaire. La nôtre, bien sûr. Celle d'autres pays, je pense notamment aux pays du pourtour méditerranéen. Les conséquences de la guerre en Ukraine, c'est aussi des difficultés d'approvisionnement en blé de beaucoup de pays du Maghreb. Vous, demain, président, vous faites face, peut-être même de l'autre côté de la Méditerranée, à des révoltes de la faim, avec des flux migratoires important. Alors, vous êtes président d'un pays, pas du monde, mais comment on fait face à de tels flux, de telles migrations aujourd'hui qui se préparent à l'aune, j'allais dire, c'est du court terme, hein, peut-être du moyen terme? Écoutez, surtout éviter les famines, surtout éviter la crise alimentaire. On a, avec la Russie et l'Ukraine, ces 100 millions de tonnes de blé et de céréales. Okay,
Il y en a stocké dans les ports en Ukraine. Il va falloir que ces caisses, que 7-8 millions de tonnes puissent partir. Mais surtout, on a 500 millions de tonnes de céréales dans le monde stockées. Donc en fait, aujourd'hui, c'est essentiellement des prix spéculatifs. On peut parfaitement satisfaire les besoins. Et puis, il faut le savoir, je pense que ce chiffre, il choque toujours quand je le dis. Vous savez quelle est la part des céréales qu'on mange? C'est 25%. La part des céréales qui vont pour l'alimentation, c'est 25%. Toute une partie va nourrir l'élevage industriel parce qu'on ne fait plus pâturer les ruminants, parce qu'on ne les met plus à la prairie, mais en ferme-usine, ou dans les agrocarburants. Donc ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, on déstocke, 2, on arrête d'utiliser des céréales pour autre chose que la nourriture humaine. Et je peux vous dire qu'il n'y aura pas de problème, ni en Égypte, ni au Liban, ni dans tous les pays aujourd'hui qu'on a rendu totalement dépendants alimentairement. Pour nous, notre responsabilité, ce n'est pas de dépendre des engrais azotés russes, qui sont un drame pour le climat. Ce n'est pas de dépendre du tourteau de soja qui vient du Brésil, qui est un drame pour l'Amazonie. C'est d'avoir notre souveraineté alimentaire à l'échelle de l'Union européenne, en réduisant l'élevage industriel, c'est au cœur de mon projet, en ayant un plan protéines européen, c'est au cœur de mon projet, et en plus, on protégera l'environnement, on aura une alimentation de qualité, on aura de la bonne gastronomie, c'est la France. Ah, la bonne gastronomie. C'est la France. C'est la France. Bien. On va prendre une dernière question. Peut-être, voilà, il y a plusieurs. Allez-y. Peut-être la jeune femme. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je reviens sur votre politique énergétique, mais plus en précision concernant les ENR. Vous qui prônez l'idée qu'il faut faire du 100% ENR, quelle énergie renouvelable privilégiez-vous? Et surtout, comment allez-vous penser en fait les nouvelles problématiques territoriales? Par exemple, si vous êtes plutôt sur des éoliennes, comment allez-vous prévoir en fait l'espace qu'il faut pour mettre des éoliennes? Et si c'est par exemple du solaire, comment allez-vous prévoir en fait les questions de recyclage des matériaux auxquels aujourd'hui les panneaux solaires ne se recyclent pas? Comment allez-vous prévoir en fait toutes ces problématiques-là qui se heurtent au 100% ENR? Bien sûr, merci. Alors, vous avez raison de dire qu'en fait, quand on parle des énergies renouvelables, c'est un mix. Si vous voulez, aujourd'hui, les principales énergies renouvelables en France, c'est l'hydraulique, c'est la biomasse, notamment avec le bois. On a un énorme potentiel, ce qu'on appelle la géothermie, c'est la chaleur du sol. Les pompes à chaleur, qui sont une forme d'énergie renouvelable, enfin, c'est un outil pour utiliser la chaleur. Et puis évidemment, on a le photovoltaïque et on a l'éolien. Sur le photovoltaïque, je peux vous dire qu'on a une capacité aujourd'hui à installer des panneaux sur tous les toits plats qui ne sont pas occupés, les grandes surfaces, les parkings, les écoles. On mettrait des panneaux photovoltaïques et on pourrait avoir en quelques mois beaucoup d'électricité. Et aujourd'hui, pour travailler avec pas mal d'entreprises françaises, ils ont des panneaux 100% recyclables. Et ça doit rentrer dans les marchés publics français et européens de faire du 100% recyclable. C'est essentiel pour les fournitures en terres rares ou autres matériaux, mais c'est aussi essentiel pour notre industrie, que ce soit une industrie européenne qui y réponde. Sur l'éolien, enfin, vous savez, il y a 5400 éoliennes offshore en Manche et en mer du Nord. 5400. Il y en a une en France, elle n'est même pas reliée. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un potentiel de développement de l'éolien offshore qui est très efficace comme électricité, qui n'a pas d'impact ou très peu sur les paysages. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Bien sûr qu'il y a des impacts sur les paysages. Vous savez, toute production d'énergie peut être polluante. Mais est-ce qu'on veut, pour notre électricité, le gaz de Poutine ? Est-ce qu'on veut le pétrole des monarchies du Golfe? Est-ce qu'on veut le pétrole que va aller transporter Total en Ouganda en déplaçant 30 000 personnes, en saccageant une réserve naturelle? Ou on assume que l'électricité dont on a besoin, elle est sur nos territoires?
Ben oui, c'est un choix de société. C'est plus facile d'avoir les pollutions à l'extérieur de la France, mais c'est pas responsable. Et c'est votre projet, vous l'assumez. Merci Et Yannick c'est mon Jadot. projet, Merci Yannick je Jadot. l'assume. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette grande orale de la présidentielle, d'avoir pris la peine de répondre à nos questions et aux questions publiques. On vous dit à bientôt. Bonne soirée, elle va être longue, je crois. On va... Je crois aussi.